C'est parti. Est-ce que tu veux commencer toi à te présenter? Pourquoi pas? Alors, bonjour, je m'appelle Nathalie Ferlu, je suis autrice de bande dessinée, c'est-à-dire qu'il m'arrive de faire le scénario, il m'arrive de faire que le dessin avec d'autres gens, et il m'arrive aussi de faire les deux à la fois. Mais là, pour le livre dont on va parler aujourd'hui, c'est un livre que j'ai fait en collaboration avec toi, Tania, et donc je suis scénariste. Pour À ma moi? présentation, c'est déjà à Ok, toi. ça marche. À moi. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi, je m'appelle Tamia Baudouin et je suis principalement dessinatrice de bande dessinée. Donc, Artemisia, celui-là, là, c'est mon premier ouvrage et je l'ai fait avec Nathalie Ferlu, qui est une super scénariste. Et j'essaye aussi d'écrire, mais c'est beaucoup plus laborieux. Du coup, pour l'instant, je me considère plutôt comme dessinatrice de bande dessinée. Voilà. Et on va vous parler de comment on a fait Artemisia, du coup. Voilà. Alors, je pense que la première chose peut-être à aborder, c'est la façon dont on s'est mis en relation toutes les deux et dont on a commencé à travailler ensemble. Ouais. Alors, dans notre cas, c'est parce qu'on a été présenté par une éditrice avec laquelle je travaillais et avec laquelle Tamia était en relation et qui a pensé que nos deux univers étaient très compatibles et peut-être aussi nos façons de travailler ou de voir le genre de choses qu'on voulait raconter. Et donc, elle nous a mis en relation et m'a montré des dessins de Tamia, peut-être a montré un de mes livres à Tamia, je ne sais pas comment ça s'est passé. Il va falloir que tu expliques ça. Ça va. Et puis voilà, puis on a pas mal échangé, de fil en aiguille, on en est venu à travailler sur ce projet Artemisia, qui était plutôt une idée de Tamia à la base. Vas-y. Alors moi j'avais rencontré cette éditrice au départ et je me sentais pas du tout les épaules de justement d'être autrice complète, donc ça veut dire faire l'histoire et faire les dessins. Et je voulais bosser sur Artemisia, mais pas a priori pas toute seule. Et c'est comme ça que cette éditrice m'a parlé de Nathalie, où elle m'a vraiment vendu super bien ton travail en me disant que c'était une des meilleures plumes de la bande dessinée française en bande. Absolument. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Au départ, on hésitait sur plusieurs projets d'ailleurs, je me rappelle, et on a choisi Oui, Artemisia, mais on avait d'autres en tête. oui, oui, tout à fait. On a choisi Artemisia. Pour moi, c'était pas. Enfin, c'était, si je me souviens bien, ça venait de ton fait à toi, c'était ton idée. Si je crois me souvenir que c'est par rapport à des poèmes d'Artemisia que tu avais lus, et que Alors, moi, je ne connaissais pas. en fait, non, des poèmes, non, mais j'avais lu des lettres d'elle qui m'avaient vraiment plu. En fait, j'ai découvert Artemisia vraiment tard, alors que j'ai fait 5 ans en études d'art. Et à l'époque, ben, il n'y avait pas le mouvement MeToo, Balance ton port en France. Et c'est vrai que ben, c'était pas le féminisme, c'était vraiment pas à la mode, quoi. Et Artemisia, j'en avais jamais entendu parler dans mes études, alors que quand même, c'est une peintre qui est vraiment célèbre et enfin, à son époque, elle était extrêmement connue. Et je l'ai découverte en 2015 dans un texte qui parlait du sexisme dans le milieu de l'art. Et il parlait justement de cette femme qui avait été sciemment oubliée à son époque, enfin après sa mort. Et la plupart de ses tableaux, on les a attribués à son père, qui est peintre lui aussi. Donc elle a une vie tellement intéressante. Enfin, tout de suite, on rentre un peu dans l'ambiance de son histoire, quoi. Oui, Artemisia, c'est un sujet, c'est un personnage où il est facile de se faire une idée de ce qu'on peut avoir à raconter, en fait. Ce n'est pas forcément un personnage lisse, mais elle a vraiment une vie, en plus de sa vie d'artiste, elle a une vie de femme qui est intéressante et, et qu'on comprend, en tout cas, dont on peut se faire une idée assez rapidement. Et ce qui est bien, en fait, parce que raconter juste la vie de quelqu'un qui peint des tableaux, c'est pas forcément passionnant. Mais il se trouve que ce qui est un peu, ça fait le bonheur des scénaristes, mais c'est un peu la malédiction de Artemisia la peintre, c'est le fait qu'effectivement sa vie a connu quelques déboires, enfin, on va y revenir, mais il y a quelques gros problèmes même qui ont été documentés et sur lesquels on peut être assez précis et qui font une partie de l'intérêt du personnage aussi, en plus de son art. Oui, c'est ce dont on parlait hier soir quand on s'est appelé, c'est que ni toi ni moi, en fait, on a été attirés par ce personnage pour sa peinture, alors que c'est une très bonne peintre, enfin objectivement, mais c'était surtout pour les événements de sa vie qui sont, enfin, je veux dire, c'est intéressant, c'est choquant. Enfin, il y avait vraiment de la matière pour faire une histoire super. Oui, c'est ça, oui, il y a de la matière scénaristique
Ce qui la rend très intéressante, c'est qu'il y a de la matière scénaristique parce que, très, très grossièrement, et sans vouloir en faire de spoilers, s'il y avait des gens qui ne savaient pas de quoi il s'agissait, mais c'est une petite fille qui a été élevée par son père peintre lui-même célèbre, et qui évoluait dans un milieu de peintres de cette époque-là, du tout début du XVIIe siècle, fin du XVIe, début du XVIIe. Et elle a commencé assez vite à manifester des dons pour la peinture. Donc elle a fait des tableaux, elle a travaillé dans l'atelier de son père, avec son père, elle a posé pour son père. Et il a pensé à un moment améliorer ses capacités d'artiste et de dessinatrice en lui donnant comment on peut appeler ça, un genre de un prof particulier pour la perspective et les décors. Bon, le monsieur a abusé largement de la situation et a abusé d'Artemisia. S'en est suivi beaucoup d'humiliations, s'en est suivi un procès surtout, puis le mariage d'Artemisia avec un peintre pas très connu, et puis son émancipation petit à petit tout au long de sa vie. Voilà, ça c'est très grossièrement la façon de résumer sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a là une matière, quelque chose à raconter qui en soi peut faire déjà le tissu pour un bouquin tout à fait intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est de croiser cette matière-là avec sa peinture, avec ses écrits, avec ce qu'elle a pu laisser, et aussi avec ce qu'on peut connaître de cette époque-là, qui est quand même pas si lointaine. Donc oui, c'est une matière forcément fertile, en fait. C'est un terreau dans lequel on peut aller chercher plein de choses à raconter. Oui, et je me rappelle, toi, c'est ce que tu disais, comment arriver à faire comprendre un état d'esprit qui était si violent, si sexiste, enfin, une époque où vraiment, même si nous, on a des traces, on vit plus là-dedans, mais le faire comprendre pour des lecteurs et des lectrices qui vivent au XXIe siècle et qui sont, comment dire, qui ont un mode de pensée beaucoup plus émancipé, enfin, une partie d'entre nous. Mais du coup, ça, c'est vraiment bien. On parlait de ce que tu as choisi de faire avec le narrateur, enfin, la narratrice en l'occurrence. Mm. Pouvoir faire comprendre cette époque. Enfin... Qui est sa fille. La narratrice de toute l'histoire, c'est l'une de ses deux filles. Ce qui est effectivement, ce qui est un petit peu problématique, c'est le fait que un lecteur de maintenant va pas avoir le même regard en fait sur sa vie. Il est difficile d'imaginer que les femmes étaient à ce point-là opprimées, qu'elles étaient infantilisées et qu'en fait elles ne représentaient rien, qu'elles n'avaient vraiment aucun droit à ce moment-là, le XVIIe siècle. Le XVIIe siècle, ça semble pas si lointain et en fait, au niveau pour une vie de femme italienne, les choses étaient extrêmement compliquées. Et je sais qu'une des difficultés que j'ai eues, moi, scénariste, c'était de le montrer, de l'expliquer surtout, et d'essayer aussi de faire comprendre que pour une femme de son époque, ça n'avait rien d'anormal, en fait, que cette oppression subie, vécue, faisait absolument partie du panorama. Il ne faut pas imaginer qu'elle a vécu des choses exceptionnelles. Ce qu'elle a vécu, hélas, n'a rien d'étonnant pour cette époque-là. Et là, c'est là que c'est un petit peu compliqué parfois, en fait, de montrer que elle était une femme parmi tant d'autres à vivre ce que vivaient les autres. Mais elle, par contre, ayant beaucoup de force en fait en elle, et parce qu'elle a une espèce de force morale, elle a beaucoup d'orgueil, parce qu'elle a une énorme personnalité, et aussi parce qu'elle a un talent d'artiste qui lui permet de pouvoir obtenir une émancipation. Elle est un peu différente des femmes de son époque. Mais finalement, elle ressemble à des femmes de notre époque à nous. C'est ce qui est intéressant aussi. Et ce que tu as plutôt bien fait, en fait, on le ressent plutôt bien dans ton dessin, où elle va de la jeune fille aux grands yeux, en fait, qui n'a pas l'air trop de savoir comment se défendre, à la femme forte et affirmée. On voit bien son évolution aussi au niveau graphique, ça c'est intéressant. Ah bah tant mieux, chouette. Ah ben, de quoi on pourrait parler? Est-ce que tu veux qu'on fasse les étapes avec toi, comment tu découpes, enfin scénaristiquement, après moi mon découpage et les planches Oui, on peut. On peut parler déjà des recherches, en fait, des recherches de documentation, puisque l'une comme l'autre, finalement, quand on s'est lancé dans ce projet-là, il fallait se documenter, moi, sur la vie d'Artemisia et sur toutes les choses que je pouvais grappiller sur le XVIIe siècle.
Et toi, sur un point de vue plus plastique, en fait, plus graphique, comment et où tu allais chercher de la documentation? C'est super important, la documentation, quand on fait de la bande dessinée, ou quand on fait du cinéma ou du théâtre aussi. Mais quand on fait de la bande dessinée, les auteurs sont les seuls à pouvoir aller chercher de la documentation. On a rarement des stagiaires ou des employés qui vont aller chercher de la documentation pour nous. Mais ça, Et d'ailleurs, c'est j'ai pas une toujours simple. anecdote là-dessus parce que à l'époque, bah, moi j'étais, enfin pour remettre dans le contexte, c'était mon premier contrat. Enfin, je me considérais comme toute petite. Toi, t'avais vachement plus d'expérience et du coup, j'étais quand même pas mal intimidée. Et je me rappelle, j'hésitais vachement à t'envoyer des trucs que j'avais lus. Je me disais, ça va être inopportun, ça va faire vraiment genre, oui, moi j'ai trouvé de la doc sympa, est-ce que tu la veux? Et j'ai là, mais je peux pas faire ça. Enfin, comme on venait de se rencontrer et que Mm. bah, t'es plus expérimentée, plus âgée que moi, je savais pas trop comment me comporter avec toi. Et du coup, il y a plein de trucs que je pense peut-être ça t'aurait été utile. Mais sur le coup, C'est pas possible. j'ai pas osé parce que je me suis dit, ça va faire prétentieux de ma part, comme j'arrive, je suis personne et Mm. tout, et genre, tiens, j'ai lu ce livre, peut-être ça t'intéresse. Et je me rappelle qu'à l'époque, ça m'avait vachement stressée. Enfin, on peut parler ça par rapport aux, comment dire, les auteurs qui n'ont pas le même, comment dire. Background. Ouais, voilà. Du coup, moi, en arrivant comme ça, en te rencontrant, je pense que je savais pas vraiment ce qui était approprié de faire ou pas, et je me suis grave pris la tête. Mais du coup, il y a des trucs que j'ai lus ça aurait trop pu t'aider et je te les ai pas passés parce que j'angoissais à l'idée de, je sais pas, de faire un truc maladroit. Enfin, c'est bête. Ah, Maintenant, c'est je me marrant. dis, ouais. C'est marrant. Bon, bah, maintenant, tu me les ferais passer, j'espère quand même. Ouais, bah oui, oui, mais maintenant, ça va, on se connaît mieux. Non, en ce qui me concerne, moi, la doc n'était pas très compliquée à trouver, étant donné que, il y a quand même pas mal de documents sur Artemisia. Effectivement, elle a été reléguée au second rang dans un placard de l'histoire de l'art, ça c'est sûr. On a beaucoup attribué ces tableaux à son père, par exemple, ou à n'importe qui d'autre sauf à elle. Mais d'elle, il reste pas mal de traces. Il y a des écrivains, des écrivaines surtout, qui se sont beaucoup penchés sur le personnage. Donc, c'était pas si compliqué d'aller chercher de la documentation sur elle. Je peux en particulier citer les livres d'Alexandra Lapierre, qui a écrit une grosse biographie, plus pas mal d'autres bouquins à côté, avec plus d'images et plus d'iconographie sur le sujet. Il y a alors il y a des recherches de féministes, par exemple, sur son travail ou sur sa vie ou sur le procès dont lui aussi on a beaucoup de traces qui sont intéressants. Donc en fait, pour moi, aller chercher la documentation, c'était pas si compliqué. Pour une fois, ça se trouvait facilement. Faut savoir sur Artemisia, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que son procès a eu lieu, je crois, en 1600, je sais plus, 1613, 1615, un truc comme ça. Et il a été, en fait, on en a tous les actes du procès, toutes les minutes du procès qu'il a opposé à son violeur, Tassi, sont encore consultables, en fait. Et donc, on y trouve même sa pauvre signature, puisque à l'époque du procès, elle avait 18 ans et elle ne savait pas vraiment écrire, donc elle avait même du mal à signer son propre nom. Ça a changé par la suite. On l'entend parler, en fait, on l'entend nier les choses, on l'entend être interrogé. Enfin, c'est super intéressant. C'est très rare pour un personnage d'une époque lointaine quand même, comme est le XVIIe siècle. C'est extrêmement rare de pouvoir l'entendre parler, en fait, et avoir déjà ce moyen-là de la toucher à travers les siècles. C'est très rare. Ça, c'était vraiment bien. Donc, en fait, non, chercher de la documentation sur Artemisia, pour moi, en ce qui me concerne, c'était pas si compliqué que ça. Mm. Et finalement, me mettre dans sa peau, parce que c'est important quand on fait une biographie, que ça soit pas juste une biographie, il faut arriver quand même à se mettre suffisamment à l'intérieur du personnage pour que quand il parle, ça soit pas juste des citations qui sortent de sa bouche, mais que ce soit des choses vivantes, vécues, qui donnent justement un relief au personnage. Me mettre à sa place n'était pas non plus si compliqué, étant donné que même si tous ces siècles nous séparent, en fait, je suis une femme artiste, comme tu es une femme artiste, et qu'on va en parler plus tard, mais il y a quand même beaucoup de choses qui n'ont pas tant changé que ça, en fait. Ça a changé au niveau légal, mais sur l'ambiance de la vie d'artiste, quand on est une femme, il y a plein de choses qui ressemblent à ce que ça a pu être, en fait, il y a 400 ans.
Mm. Donc voilà, tout ça pour dire que pour moi, ça n'était pas si compliqué. J'ai lu cette biographie, j'ai lu les autres textes, j'ai lu les actes du procès et j'avais déjà un petit peu l'idée, le chemin de la façon dont j'allais raconter ça. Et voilà. Et là, du coup, j'ai choisi de le raconter par les yeux d'une de ses filles parce que ça me permettait aussi de rentrer dans le personnage en fait d'une façon plus intime. Voilà. Moi, un truc que j'ai vraiment bien aimé en bossant avec toi là-dessus, c'est que comme l'idée venait de moi au départ, je m'étais déjà construit tout un personnage dans ma tête sur qui était Artemisia, de quelle manière je l'aurais raconté, mais j'avais bien trop peur pour passer à l'action. Mais toi, t'en avais pas du tout la même version, et ta version à toi, elle m'a encore plus plu que la mienne. Du coup, ça, je trouve que c'était vraiment sympa parce que j'avais une attente quand même assez préconçue sur ce que j'attendais d'Artemisia. Enfin, parce que quand même, c'est un personnage que moi que j'aime énormément. Mais je trouve que ta version à toi, vu ton expérience, en plus comme t'es mère de famille, que je veux dire, Mm. t'as des enfants à charge, enfin, en plus deux filles, enfin, il y avait un côté, bah, ça je le dis souvent en interview quand on parle de ça, mais moi la mienne, elle était, bah, c'était une jeune femme qui était super passionnée, enfin, qui voulait justement réussir dans sa branche, enfin, je me projetais à fond, enfin, à l'époque où j'en étais, et toi, tu as eu vraiment ce regard-là beaucoup plus tendre d'une femme qui, enfin, comment dire, qui a déjà fait son chemin, qui veut protéger les siens autour d'elle, en particulier les femmes. Et c'est vrai que moi, j'aurais jamais pu. Bah, encore maintenant, c'est, enfin, je veux dire, c'est pas le genre d'expérience que je vis dans ma vie à moi. Et j'ai adoré le retrouver dans Artemisia, ce côté-là chaleureux et protecteur. Enfin, Mm. et ça, c'était vraiment bien. Oui, c'est marrant. C'est vrai qu'à aucun moment, je me suis posé la question de travailler son personnage en fait de manière chronologique vraiment. En fait, j'avais pas forcément envie de cette chronologie-là. Peut-être parce que souvent quand les gens lisent quelque chose sur Artemisia Gentileschi, ils savent déjà ce qui lui est arrivé et je n'avais pas envie de ménager du suspense autour de cette histoire de viol et de tout ce qui s'est passé avec Tassi, autour de l'histoire du procès et même de sa vie après. Je voulais pas que ce soit du suspense, je voulais pas jouer là-dessus en fait. Je voulais que ce soit déjà un regard sur ce qui était arrivé et pas forcément voilà, je voulais pas vraiment qu'on le découvre en même temps qu'elle en fait. Mais oui, ça tient aussi à la différence d'âge entre toi et moi. On n'a pas la même interprétation du personnage, mais en réalité, je trouve que c'est là aussi où ça se tient, parce que finalement, dans l'histoire, elle passe d'un âge jeune à un âge beaucoup plus mûr. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en étant chacune à un bout du truc, enfin, quelque part, ça donne de la vie aussi, en fait. Ça donne quelque chose qui parle justement à quelqu'un qui a 50 ans ou quelqu'un qui en a 25. Hmm. Et ça m'intéresse, ça. Du coup, ton choix de pas faire une histoire linéaire, c'était parce que tu n'avais pas envie de... comment dire, tu voulais pas t'embarrasser du suspense du viol. C'est une manière de ne pas jouer là-dessus. Je trouve ça grossier, en fait. Ah ouais, d'accord. Je trouve ça assez grossier. C'est presque embêtant avec Artemisia qu'on mette toujours ce truc-là en avant, qu'on mette toujours cette mésaventure en avant, et pire que tout, qu'on s'en sert pour justifier la violence qui peut parfois y avoir dans ses œuvres. C'est quelque part, ce qui m'ennuie énormément, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'elle n'a pas fait elle-même, c'est quelque chose qu'elle n'a pas produit elle-même, c'est quelque chose qu'elle a subi et qu'on lui a imposé. Et ça m'ennuie que sa vie et ça peut être pour d'autres femmes intéressantes aussi. Ça m'ennuie que sa vie soit vue sur le prisme d'une violence qui lui a été imposée, en fait, et pas par rapport à la force qu'elle a pu elle-même avoir pour apprendre à écrire quand elle avait 20 ans, apprendre à lire, apprendre la musique, la poésie, la philosophie, toutes ces choses-là, quand elle était adulte, parce qu'elle voulait devenir une femme accomplie. C'est embêtant parce qu'on a toujours ce prisme de se dire la peinture d'Artemisia Gentileschi est violente parce qu'elle a été violée et molestée par Tassi. Ben non, en fait, c'est pas du tout, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de force, de violence, de puissance et de résistance dans la peinture d'Artemisia Gentileschi à la base, sans qu'il y ait besoin d'un violeur, en fait, sans qu'il y ait besoin de Tassi. Ça m'ennuie qu'il soit toujours collé dans l'histoire d'Artemisia. Je sais pas si c'est très clair,
En Mais fait, ça, c'est un argument qui est facile à contrer vu que Suzanne et les vieillards, c'est déjà un super tableau et c'était avant la et rencontre. c'est avant la rencontre avec Tassie. Et a priori, c'est pas forcément une information que tout le monde a. On voit souvent Suzanne et les vieillards, justement, qui est un tableau qui est montré pour expliquer en fait une vie d'Artémisia après cet acte, après le viol, alors qu'en fait, il date d'un an ou un an et demi, je crois, avant qu'elle rencontre Tassie. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Suzanne et les vieillards, par exemple, il est très intéressant puisque ça a souvent été l'occasion pour beaucoup de peintres de mettre en scène deux ou trois vieillards avec un air lubrique et puis une jeune fille qui se baigne qui les a vus ou qui les a pas vus, en fait. Et peint par Artemisia, c'est pas du tout ça. Peint par Artemisia, c'est une jeune fille qui aimerait bien qu'on la laisse tranquille et qu'on la laisse se baigner sans qu'elle soit obligée de subir le regard de quelques vieux monsieur lubriques. Et je trouve ça super intéressant qu'elle ait fait ça, oui, quand elle était très jeune et alors que c'est censé être enfin voilà, alors que Suzanne et Vieillard, c'est censé être une figure habituelle. Je trouve ça intéressant que dès cette époque-là, elle ait donné son regard à elle, qui est un regard de il y en a assez, laissez-moi tranquille. Ah, c'est vraiment une expression de dégoût. Enfin, moi, je connais pas toutes les Suzanne et les vieillards qui ont été peintes, mais c'est vrai qu'on a vraiment l'image de la jeune fille qui a peur, qui s'enfuit, ou alors qui est espionnée à Elle les son nom. repousse comme ça, je crois. Là, elle, c'est vraiment ouais, une réaction épidermique. Ouais. Et on la ressent très bien quand on est une femme, en fait. Et Ah il ouais. semble bizarre qu'il puisse y avoir une autre interprétation que allez-vous-en, vous êtes horrible. Malheureusement, je pense que c'est encore aujourd'hui une expérience que presque toutes les femmes ont la malchance de Oui, connaître. c'est ça. Du coup, mm. C'est ça. Alors, puisqu'on parle de documentation, est-ce que toi, tu peux nous raconter un peu où est-ce que tu as trouvé de la documentation Ouais. sur Artemisia, le personnage elle-même, et sur l'univers qui l'entoure? Alors, moi, à cette époque-là, je traînais beaucoup dans une bibliothèque dans la ville où j'étais. Du coup, j'ai regardé ben, tout ce qui traînait sur l'Italie de cette période. Et après, ben, Internet, moi, je suis une grosse fanatique d'Internet. Donc, j'ai plein de tableaux Pinterest pour chacun de mes projets d'albums. J'ai vraiment plein. Après, là, c'est malheureux parce que Artemisia, c'est un vieux projet. Enfin, c'est un projet qui est ancien et j'ai pas tout gardé. Donc, je pourrais pas montrer toute la doc que j'avais. Mais c'est vrai que j'ai vraiment un côté où j'accumule le plus d'images possible. Je sais pas si ça me servira ou pas parce que souvent en plus j'aime bien les images un peu mystérieuses, un peu par exemple à Naples, on n'a pas pu traiter cette partie-là dans l'album, mais j'avais un dossier pour Rome, un dossier pour Florence, un dossier pour Naples, et j'avais des images de décors fabuleuses avec du mobilier en coquillage, enfin vraiment plein de trucs où ça aurait rien à voir avec l'album, rien à voir avec la tonalité et tout, mais c'était tellement un peu comme une sorte de films des années 70, enfin je sais pas comment dire, mais ça avait vraiment un goût particulier. Du coup, moi j'attendais vraiment la période napolitaine qui n'est jamais venue et c'est très bien parce que Vous c'est avez... mais du coup, oui, j'avais comme ça pas mal de documentation. Et le gros problème que j'ai eu, c'est que Artemisia, elle est au début de sa vie, elle est dans un environnement de pauvres. Et la peinture de cette époque, les croquis de cette époque, c'est de la peinture pour les riches. Du coup, j'avais des portraits oui, de princes, de reines et tout, enfin de mécènes. Mais j'avais pas tellement d'ambiance de ben, comment c'est la cuisine d'une famille de peintres qui a à peine de quoi vivre. Enfin, et moi, à l'époque, c'était super dur. Enfin, comme je débutais aussi dans le dessin, je savais vraiment pas trop comment improviser là-dessus. Maintenant, plus on prend de la bouteille et plus il y a des astuces de dessin quand on ne sait pas exactement comment habiller un décor. Euh, on s'aide avec des premiers plans un peu qui prennent de la place, quoi. Mais moi, à l'époque, j'avais pas toutes ces ficelles. Et du coup, c'est vrai que je me retrouvais dans voilà, il y avait des pièces à habiter, je savais pas comment faire. Bah là, pour le coup, je me suis pas basée sur de la documentation de l'époque, mais j'ai beaucoup regardé des films qui se passent à cette époque et voilà, ça m'a aidé. Et puis après coup, je me suis rendu compte que probablement dans ces films-là, c'était aussi beaucoup, on va mettre des planches sur le sol, enfin des planches, enfin, il y a genre des paniers à linge, enfin des trucs un peu bateaux, mais au final, on m'a jamais trop reproché l'architecture enfin l'architecture d'intérieur dans Artemisia, on m'a jamais trop fait de critique. Donc, alors que c'était vraiment, je me suis beaucoup arraché les cheveux sur cette partie-là. Ouais. Il y Mais a... voilà. ouais.
Après, je me souviens de quelques décors marquants dans ce que tu as fait. Je me souviens de l'auberge qui est vraiment chouette, en fait. Sur l'auberge, je sais pas, tu avais trouvé une documentation particulière, parce qu'elle est beaucoup plus précise. Euh, cette planche-là, j'y avais passé beaucoup de temps. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Moi, à l'époque, j'étais partie au Japon pour faire l'album. Euh, Enfin, c'était la première fois où je gagnais des sous. En fait, j'avais vraiment pas gagné de thunes avant, vraiment pas du tout. Et du coup, j'avais décidé de faire un grand voyage grâce aux sous d'Artemisia. Et j'avais comment dire, la pression de me dire, j'ai un loyer à payer, la bouffe à acheter et tout. Et c'est vrai qu'il y a eu des périodes où il y a des planches où j'ai vraiment pu les fignoler beaucoup plus, surtout les... Et d'autres où c'était plus rapide. C'était aussi en fonction de, ben, ouais, voilà, là, un truc terre à terre, payer des choses pour Mm. vivre. Du coup, c'est vrai que bah, je me rappelle très bien cette planche à la taverne. C'était en... Ouais, là, à ce moment-là, je pense que je vivais chez mes parents. C'était beaucoup plus facile de passer vraiment du temps, de me mettre les pieds sous la table et tout. Enfin, j'avais pas les mêmes contraintes financières. Et au final, c'est vrai que l'exercice de la bande dessinée, euh, c'est vraiment de l'investissement de temps, d'énergie, de concentration. Et malheureusement, dans la vie de tous les jours, on n'a pas le luxe de pouvoir enfin, Mm. s'investir autant qu'on le voudrait. Et ça, je l'ai vraiment senti dans Artemisia, où il y a des passages où... oui, je pense j'aurais dû passer 2 fois plus de temps par planche, mais ça me prenait déjà tellement de temps que c'était économiquement irréalisable, quoi. Donc, mais effectivement, la scène de la taverne, je m'étais beaucoup appliquée sur le décor. Mais ça, c'est vrai que bah, idéalement, on ferait de la BD sans que ça soit, enfin, on aurait tous un revenu universel et puis toutes les BD seraient magnifiques. Et oui, on pourrait plus facilement Ouais. revenir sur les autres. Après, il y a ce travail intéressant aussi, même sur les premières planches, puisque tu sembles être moins sûr de ton travail, de la qualité de ton travail sur les premières planches, que parfois, en fait, lorsqu'on n'a pas trop d'idées sur ce à quoi peut ressembler précisément le décor, finalement, on va se débrouiller pour que ce soit peut-être plus poétique ou peut-être plus artistique ou plus graphique pour pallier un petit peu et aussi pour qu'il y ait quelque chose à montrer. En fait, finalement, les premiers décors qui sont à Rome quand elle est enfant sont effectivement moins précis, mais du coup, ils ont un côté assez poétique, assez dépouillé qui est bien aussi, qui je trouve met en valeur le personnage et c'est très bavard aussi. Il fallait arriver quand même à caser tous mes textes dans ton dessin. Ouais. Pas C'est toujours vrai simple. que toi, tu as un style qui est très bavard, mais du coup, des fois, ça m'aidait à fond pour habiller le décor parce que je savais, là, va y avoir une grosse bulle. Parfait. Et puis, des fois, au contraire, où je me disais, ah, je vais à fond bosser mes plafonds et tout. Et au final, la bulle prenait plus de place que ce que je pensais. Et je me disais, mais ah, quel temps foutu à la poubelle, quoi. J'aurais juste pas dû passer du temps sur le plafond. Et puis, enfin bref. Mais ça, je pense que c'est l'expérience. Je pense que oui, en tout cas, bah, je sais pas comment les autres dessinateurs de BD l'ont vécu. Enfin, toi, peut-être tu pourras nous en parler, mais moi, arriver à bien comprendre comment, le placement du texte dans le dessin, surtout en travaillant en traditionnel, enfin sur du papier, c'était assez compliqué au départ. Après, maintenant, en bossant sur Cintiq, c'est beaucoup plus facile parce qu'on pose directement le texte sur l'image, mais Oui. bah, mais c'est vrai que bah, je vais vous montrer. Moi, à l'époque, je bossais tout. Je faisais, je dessinais tout sous les planches, avec en me disant si là va y avoir un gros texte, je vais pas trop fignoler. Mais là, par exemple, j'ai une planche comme ça, il n'y a pas de bulle en fait. Mais je sais pas pourquoi je m'étais dit que c'était une bonne idée. Franchement, maintenant je. C'est une mauvaise idée. Ouais, clairement, au niveau du temps passé, c'était un peu bête. Et puis surtout que ça change la composition de l'image d'avoir Oui, c'est des ça. bulles. Donc, C'est ça. ouais. Mais bon, après, on apprend beaucoup en faisant. Et ouais, j'ai fait la même chose sur mes premiers albums et je connais des auteurs qui font ça aussi. Non, Ah ouais. en fait, c'est une mauvaise idée. Les cases
Les cases de bande dessinée ne sont pas des cases de storyboard comme on ferait pour le cinéma ou pour le dessin animé. C'est de la bande dessinée, c'est-à-dire que l'espace de la bulle et même parfois quelque part le graphisme du texte fait partie. Tout ça est un tout artistique et graphique en fait, et faut pas l'oublier. Et du coup, quelque part, alors déjà, c'est une perte de temps, effectivement, de dessiner toute la case quand ensuite il y aura une bulle, parce que du coup, on sera tenté de coincer la bulle dans un coin pour ne pas avoir perdu tout ce temps qu'on a passé à dessiner le plafond ou la texture d'un avant-plan, quelque chose comme ça. On va essayer de coincer la bulle pour que ça ne dérange pas le dessin. Et en fait, la bulle doit déranger le dessin. La bulle et le dessin cohabitent ensemble et normalement, ils ne sont pas censés s'écraser l'un l'autre. La bande dessinée, c'est toujours un langage entre les deux, c'est un langage entre le texte et l'image. Et il faut surtout, il faut penser les deux en même temps. En fait, il faut placer les deux en même temps, il faut penser les deux en même temps. Comme avec la musique, en fait, si on fait une chanson, il ne faut pas forcément imaginer ménager de l'espace pour juste les paroles ou de l'espace pour juste la musique. La chanson, c'est les deux en même temps. Et la bande dessinée, c'est un peu pareil. Mais j'ai fait ça aussi. Je l'ai appris à mes frères. Mais un truc qui était bien, c'était dans la vente d'originaux en général, ça plaisait qu'il n'y ait pas trop d'espace blanc. Ah oui. Et c'est vrai que oui, effectivement, comment gérer son temps d'une manière un petit peu maladroite, voilà un bel exemple à ne pas reproduire. Ouais, après, on peut vendre l'original, c'est bien aussi. Oui, enfin bon, je pense qu'on peut aussi avec les bulles. Mais ouais, après, de quoi on peut parler encore du coup, Bah, la ouais. sur le personnage lui-même et les gens qui l'entourent, en fait, sur les acteurs de l'histoire Artemisia, comment et où est-ce que tu as trouvé de la documentation? Bah ça, c'était compliqué parce que toi, Alors oui, par rapport... je pense que ceux qui font écouter sont plus ou moins professionnels dans la bande dessinée, mais pour ceux qui le sont pas, il y a plusieurs manières de bosser avec un scénariste. Et toi, dans ton cas, tu as une idée générale de ce que tu vas raconter, mais tu déroules ta pelote. Du coup, moi, je savais pas vraiment comment tu allais faire ton truc. Je Mm. recevais 2 planches par semaine du découpage écrit, donc du scénario. Et j'avais un petit peu chaque semaine le suspense de savoir comment ça allait continuer. Donc pour moi, c'était assez compliqué de me positionner parce que je savais pas qui étaient les personnages importants, à part Artemisia, son père bien sûr, mais par exemple les frères, je savais pas tellement. Et quel décor allait revenir dans l'histoire aussi. Du coup, c'est vrai qu'il y a des fois où, comme je pense que j'allais trop vite. Les décors étaient déjà posés, mais en fait, je ne me savais pas, mais c'était des décors qui allaient revenir vraiment régulièrement dans l'histoire et il fallait, pour une question de cohérence, que je garde une unité et refaire exactement des décors que j'avais un peu foirés au début du livre, pas foirés, mais où j'étais allée un petit peu vite des fois. Du coup, c'est vrai que moi, je pense que là-dessus, j'ai pas été, comment dire, j'ai pas préparé en amont mes personnages, à part Artemisia où j'avais fait des croquis d'elle, mais les autres, je savais pas vraiment qui serait. Et ça, c'était bien aussi parce que du coup, je me suis pas ennuyée. C'est pas comme si j'avais Oui. toute l'histoire et puis c'est Mm. bon, genre après, c'est roule. Ouais. Donc il y avait des bons côtés et des côtés plus compliqués aussi, mais il y a des bons côtés à cette méthode. Sur ce truc-là, c'est vrai que ça tient à un de mes défauts, qui est que j'ai du mal en fait à faire un scénario, à l'écrire du début à la fin et ensuite à le donner et à le laisser vivre sa vie. En fait, j'ai beaucoup de mal à faire ça. Et donc, pour moi, pour que ce soit vivant et pour que ça reste vivant, pour que le texte, les personnages, pour que les dialogues existent, j'ai besoin aussi de le voir se dérouler sous mes yeux, en fait, de le voir se construire. Du coup, c'est extrêmement embêtant pour les dessinateurs qui travaillent avec moi parce que, ben oui, les planches arrivent petit à petit et elles se construisent aussi par rapport à ce que j'ai déjà vu. De ce qui s'est déjà écrit, de ce qui s'est déjà dessiné. Forcément, c'est assez instable. C'est vrai que j'avais pas pensé à ce problème avec les décors ou même avec les personnages. En réalité, moi-même, j'aurais pas su dire quel décor allait revenir et même parfois quel personnage serait important. Certains personnages peuvent sembler importants quand on se fait une idée de ce qu'on va raconter. Et puis, en réalité, leur rôle peut être expédié très vite. Ils ne sont pas très intéressants. C'était le cas pour les frères, par exemple. Je pensais qu'on les verrait plus. Et en fait, ils sont pas très intéressants. Il n'y a pas grand-chose à dire sur eux. Donc, tant pis, en fait. Mais non, le frère aîné, au final, il a une belle sortie. Enfin,
Oui, il a une sortie, mais c'est les enfants un peu ratés de Orazio Gentileschi, en fait, et ils sont toujours moins bien qu'elle, en fait, moins intéressants. Ce sont des hommes, donc leur vie est beaucoup plus facile. Ils ne sont pas très talentueux, donc ils ont trouvé d'autres façons de vivre. Ils vendent des tableaux, ils les achètent, ils facilitent les choses pour leur père, mais il y a, ils s'entendent pas forcément bien avec leur sœur, que de toute façon ils connaissent quasiment pas. Mais finalement, oui, voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire. Pour tout dire, je me souviens même plus de leur nom. Se dire si les pauvres. Alors que j'ai pas oublié les noms des filles d'Artemisia, même si on n'en voit qu'une dans le livre, parce que ça me semblait plus important. Mais en fait, on en parlait la dernière fois qu'on a discuté toutes les deux, mais c'est que parfois quand on écrit un livre, et ça c'est un vrai luxe, c'est chouette de pouvoir, quand il y a une ambiance qu'on aime bien, en fait c'est chouette de pouvoir s'éterniser un peu, rester un peu plus dedans, voir un peu plus les personnages discuter entre eux et, euh, et être avec eux en fait, vivre un peu avec eux. Et un scénario, c'est pas juste raconter une histoire, c'est aussi raconter des moments, des ambiances, des sentiments. Et il y a beaucoup de choses qui ne se racontent pas, mais qui se vivent. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et que c'est ça qui rend les choses intéressantes. Donc, c'est vrai que, en fait, de cette façon-là de concevoir les histoires, en fait, vient le fait que du coup, c'est très déséquilibré et c'est très, pas au jour le jour, mais il y a beaucoup de bricolage et forcément, oui, c'est sûr, je ne donne pas de scénario à l'avance, en fait. Et voilà, je le construis avec le dessinateur. Et hélas, un peu contre le dessinateur parce que c'est assez inconfortable pour le dessinateur qui travaille avec moi. Comme Mais tu peux en parler, c'est justement. Ben après, justement, la conclusion à laquelle on est venu. C'est une question technique. Moi, en étant sur du papier, c'est une méthode qui est inconfortable parce que c'est extrêmement difficile pour moi de revenir en arrière, de corriger. Parce qu'il faut imaginer que ben, moi, je bosse sur du papier A3, donc ces machins-là, je les scannais en 3 fois, je les assemblais sur Photoshop, je les nettoyais consciencieusement, je faisais mes couleurs, je posais le texte et tout. Après, donc je te l'envoyais à toi, Nathalie. Après, tu me faisais des remarques, mais s'il y avait des trucs à changer, eh ben, il fallait que je reprenne mon papier, que je fasse des corrections, que je rescanne, que je réassemble, que je renettoie, que je remette comment dire, les couleurs plus ou moins, parce que en assemblant les calques, c'est pas exactement au même degré. Enfin, comment dire, il y a des petites incohérences dans le trait, du coup, ça fait bouger la couleur. Et moi, c'est vrai que c'est un projet où, enfin, j'en pouvais plus de. Oui, je me souviens. Ah non, mais vraiment, au bout d'un moment, juste, c'est ma méthode de travail, en fait, qui était hyper rigide. Et toi, tu as une manière qui est Et la très. mienne, c'est n'importe quoi. Non, Qui bah, est... c'est pas. Je dirais qu'elle est fantasque, mais du coup, tu as une manière très libre de travailler. Et je pense que tes scénarios sont fluides. Enfin, ça amène beaucoup de qualité à tes histoires. Du coup, je veux dire, moi, j'en suis très contente parce que je veux bosser sur des bonnes histoires. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui était si carré comme moi, moi, j'aimais bien enfin, il y a des fois où je me sentais prise à rebrousse-poil. Enfin, j'avais l'impression de pas trop savoir comment. Oui, que mon temps était pas. Enfin, j'arrivais pas à utiliser mon temps comme il fallait. Et bah, à ce moment-là, je bossais beaucoup, beaucoup, beaucoup pour être dans les temps et tout. Et c'était dur comment dire, en même temps d'arriver à fignoler comme il fallait, d'être à ce qu'on voulait, de ne pas être déçu de son propre travail. Enfin, ouais, je pense quand même, la bande dessinée, c'est tellement de bonheur et c'est tellement de frustration. Enfin, c'est un mélange des deux comme ça. C'est dur à. Comment dire, quand on est vraiment dedans, que. Enfin, moi, j'en garde un super bon souvenir de ce livre, mais je me rappelle Oui, que moi aussi, c'est mais vraiment ouais, un travail d'endurance de ne pas lâcher. oui, Ouais. c'est très compliqué. Mm. C'est très compliqué. C'est-à-dire que normalement, enfin, travailler à deux permet de partager en fait, de partager la responsabilité de la gestation du livre. Ça, c'est confortable. Ça a une grande qualité. Enfin, tu travailles seul, je travaille seul aussi parfois. La grande qualité, c'est qu'au moins on est deux à se souvenir que ce livre doit exister un jour. Mm. Et du coup, on est deux à vouloir avancer dans un sens ou dans l'autre. On est obligé de confronter les idées et ça, c'est pas mal aussi. En fait, ça permet d'éviter certains écueils parfois ou de relativiser certaines choses qui paraissent insurmontables ou qui paraissent très mauvaises ou qui paraissent
très bonnes et qui en fait le sont pas forcément. Mais surtout, voilà, ça permet je trouve, de conserver une énergie de travail intéressante parce qu'en fait, on est deux concernés par l'évolution de ce livre, donc il faut travailler, il faut s'y mettre, il faut le faire régulièrement. Euh, ça, c'est le côté bien. Par contre, voilà, il y a ce problème-là il vaut mieux être à peu près sûr que les deux méthodes de travail peuvent coïncider ensemble, qu'elles peuvent s'adapter vraiment, qu'il n'y en a pas une en fait qui risque d'être toxique pour l'autre. Alors je pense qu'effectivement ma méthode de travail à moi, qui suis normalement habituée à travailler toute seule, elle est compliquée quand je travaille avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il est compliqué de savoir où je vais aller étant donné que moi-même je ne le sais pas. Donc je pense que pour l'autre personne ça doit être très compliqué. Mm. Bah, après, je Après, trouve que c'est ça aussi qui fait qu'il y a de l'alchimie et que moi j'ai l'impression vraiment que c'est un ouvrage à quatre mains. Et après, j'ai eu d'autres expériences où j'ai reçu le scénario en entier et c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable. Vraiment, au niveau du oui. confort, c'est génial parce qu'on peut tout poser, on peut réfléchir au perso, on sait qui sont les personnages déjà, du coup c'est beaucoup plus facile de les faire exister. On sait dans quel lieu ils évoluent. Enfin, je veux dire. Euh, je pense que pour des gens qui sont stressés comme moi, ça a un côté très rassurant. Mais après, c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas d'accident. Et c'est aussi dans les accidents qu'il y a des... Enfin, je Des sais choses pas. intéressantes. Voilà, parce que toi, peut-être que ce que tu disais, genre par les planches que je t'amenais, ça te faisait réfléchir Oui, à amener ton oui, scénario oui. de manière différente. Du coup, je pense que Ouais. ça a un vrai côté positif. Bah, le côté positif pour moi, sur le plan graphique, je veux dire, c'est que il y a des choses que, à la base, ma façon de raconter, je l'écrivais comme si je l'avais écrit pour moi. Or, on n'a pas la même façon de dessiner, ni de découper les histoires, en fait, ni même on n'a pas la même façon de jouer avec la théâtralité. Euh, avec des personnages et même des décors. Donc toi, tu as quelque chose de plus statique et avec des décors qui sont beaucoup plus présents. En fait, moi, j'ai tendance à mettre vraiment le décor à l'arrière-plan parce que j'aime pas trop ça. Mes personnages ont tendance à beaucoup bouger et les tiens ont tendance à beaucoup regarder. Enfin voilà, c'est vraiment deux façons différentes de raconter et donc forcément de parler pour les personnages. Et pour moi, c'était intéressant comme expérience aussi que finalement d'essayer de raconter aussi par ta plume à toi, c'est-à-dire me défaire de mes tics, de mes habitudes, qui sont justement d'avoir quelque chose de très théâtral avec des personnages qui bougent beaucoup, pour aller plus vers ta façon à toi de raconter, qui est plus poétique en fait, où on est plus dans quelque chose de graphique. On en a parlé la dernière fois qu'on en a discuté, ça s'est plus ressenti dans le deuxième livre qu'on a fait ensemble. Mais voilà, il y a beaucoup de choses en fait que j'ai faites par rapport à ton style à toi. Et ça, c'est intéressant. C'est un exercice de style qui est vraiment, en fait, qui fait un peu bouger les lignes prévues, enfin, que j'avais prévues dans ma tête. Et c'est très nourrissant, en fait. C'est une des grands bonheurs, en fait, quand on travaille à plusieurs, c'est de ne pas faire ce qu'on avait prévu, mais de faire en fonction de l'autre. Et ça, c'est Ouais, chouette. ouais. Non, mais c'est vrai, je pense que, enfin, en tout cas, moi, j'aurais pas pu, enfin, je veux dire, je pense il y a des moments où on a sûrement beaucoup râlé, mais j'aurais pas pu imaginer une meilleure expérience de bande dessinée pour un premier livre. Enfin, j'étais vraiment contente et je suis fière de ce bouquin-là, donc ça c'est super. Après, dans mon dessin, il y a plein de choses, j'aurais aimé mieux savoir faire. Là, par exemple, on en parlait sur comment Artemisia, c'est quelqu'un qui sait représenter en peinture. Et moi, je l'ai représenté en bande dessinée tout en sachant qu'il fallait que je l'amène en peinture aussi dans l'album. Et c'est vrai que comment faire exister les deux versions et Mm. que ça reste comment dire compréhensible pour les lecteurs. Et ça, c'est grâce à ton scénario parce que c'était toujours très clair. Enfin, moi, je viens d'un comment dire, je viens d'une éducation très classique dans le dessin où on a beaucoup fait d'études de plâtre au fusain et tout. Du coup, c'était vraiment pas un problème de reproduire des tableaux Mm. au crayon de papier. Enfin, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et j'ai du plaisir à ça. Mais justement, comme je venais peut-être d'une éducation un peu trop rigide, j'avais envie de trouver des codes de bande dessinée un peu plus libres dans la représentation graphique. Et j'étais vraiment en pleine période de recherche et avec Artemisia, j'avais envie de tester quelque chose où justement les traits du visage étaient assez, euh, comment dire, assez simples
Mm. avec peu d'ombre, alors que jusqu'à présent, au contraire, enfin, c'était plus réaliste. Enfin, je pense qu'il avait un côté plus réaliste. Et je m'étais pas du tout en fait posé la question de comment est-ce que ça allait s'entrechoquer ces deux versions-là. Alors je pense que ben, grâce à ton scénario qui, je veux dire, il n'y a pas trop d'incompréhension. Mais c'est vrai que Non. si c'était à refaire maintenant, je me dis comment est-ce que j'aurais dessiné Artemisia, surtout avec des corps de femmes qui sont, justement, on en parlait la dernière fois, c'est des corps de femmes qui sont très musclés, très lourds, enfin qui sont vraiment, ils ont une matérialité qu'on n'a pas, enfin qu'on met pas en valeur dans notre monde contemporain. Et cette BD-là, ça aurait été vraiment l'occasion de les faire exister. Et moi, naturellement, je suis allée vers des femmes beaucoup plus fines, avec des longs coups. Et ça, maintenant, je veux dire, je regrette un petit peu. J'aurais dû plus, oui, plus pousser à une Artemisia enfin, qui ressemble à ses peintures, je Ah oui, qui pense. ressemble plus à sa peinture. Ouais, à mon avis, ça En aurait... même temps, ouais, en même temps, enfin oui, on en parlait la dernière fois, tu avais un rôle très compliqué dans le sens où euh, on n'allait pas faire Artemisia comme si ça avait été dessiné et peint par Artemisia Gentileschi, c'était pas possible. C'est toujours embêtant de représenter en bande dessinée un dessinateur ou un peintre, étant donné que l'évidence serait que ce soit lui-même, elle-même qui se représente. On n'allait pas faire dans son style à elle, d'abord parce que tu n'aurais pas pu, et deuxièmement parce que c'était pas intéressant, en fait. Oui, puis c'est Et pas des codes de bande dessinée en plus, donc non, ouais, voilà, c'est je pas du pense. tout des codes de bande dessinée, et ça n'aurait pas été très vivant, et on aurait manqué beaucoup de choses. En fait, quelque part, si on s'était engagé dans ce chemin-là, ça pouvait être intéressant, effectivement, peut-être au point de vue de la typologie des corps, comme tu le disais, c'est-à-dire si elle avait eu un corps un peu plus lourd ou un peu plus... Mais ça, moi, ça me paraît pas... ça me paraît pas forcément une mauvaise chose que ça a été fait avec ben, ta grammaire à toi, en fait, ta façon à toi de dessiner les choses. Au moins, c'est senti et c'est vivant. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais voilà, oui, il y a de toute façon toujours ce problème-là. Si on bande dessine, on essaie de représenter la vie d'un peintre ou d'un dessinateur, la logique voudrait que ce soit lui-même qui s'auto-portraiture, et sauf que évidemment ça n'est pas le cas. Et donc je crois qu'il faut même pas réfléchir dans ce sens-là, en fait, parce que c'est aller loin vers quelque chose qui de toute façon n'est pas très très narratif. Donc c'est pas grave. Moi, j'ai bien aimé le fait que justement, quand il y a des portraits d'Artémisia, comme celui fait par son père dans la chapelle, quand il discute avec Tassie, finalement, on la reconnaît très bien, même si ça n'est pas, même si le reste du temps, c'est pas ta façon à toi de la représenter. Je Ah, trouvais toi, que tu l'as c'était quand même regardé, assez clair. du coup. Ah, bah tant mieux. Enfin, moi, j'ai pas Ouais. de recul là-dessus, du coup, je me rends pas compte. Mais Si, c'est une planche que j'ai revue il y a pas longtemps. Et je me suis dit, mais en fait, ça fonctionne. Bien sûr que oui, c'est elle, en fait. Mais en réalité, moi, je trouve que on est censé reconnaître Artemisia Gentileschi sur les autoportraits qu'elle a fait d'elle-même et sur les portraits qu'en a fait son père. Très franchement, je la reconnais pas vraiment, quoi. Elle me semble juste être une femme du XVIIe siècle, bon, avec les codes graphiques, les codes picturaux de cette époque-là. Bon, ben voilà. En fait, la bande dessinée, ta façon à toi de dessiner, ben, ma foi, ce sont d'autres codes. Donc, non, moi, ça m'a pas tellement voilà, un dérangé. truc qui m'a choqué quand je cherchais, enfin qui m'a choqué pas vraiment, mais quand je cherchais des images d'Artemisia, elle a été peinte par un peintre anglais, je sais plus qui c'est, j'ai oublié, mais on la reconnaît pas du tout, mais vraiment pas du tout. Du coup, je sais pas, je trouve que c'était difficile de se faire une image d'elle parce que ben il y a ses autoportraits, il y a les portraits de son père, il y a les portraits faits par des peintres étrangers qui étaient tous fous d'elle, quoi, mais il n'y a pas vraiment de, je sais pas, je trouve il n'y a pas vraiment d'unité Oui. dans cette version-là. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, moi je vais faire la mienne. De toute façon, c'est vrai qu'en tant que dessinateur, on n'a pas tellement envie de dessiner Non, sous le style de quelqu'un d'autre. Enfin, le jeu, enfin, ça fait pas partie du jeu, quoi. Donc, non. En plus, elle est quand même, à mon avis, pas si simple à représenter, étant donné qu'elle n'a rien de particulièrement marquant. Il semble qu'elle n'ait pas particulièrement un nez busqué ou en trompette. Elle n'a pas une couleur d'œil spéciale. Elle n'a pas un grain de beauté particulier C'est une femme du XVIIe siècle. Enfin, voilà, finalement, son physique n'est pas ce qui est le plus intéressant, même si elle s'en est servie et s'il a été pas mal commenté. bah, je pense, moi je verrais, je me dis, elle a un cou très large. Mais Oui, dans la réflexion de l'époque, je me suis dit, c'est censé être une femme hyper belle. oui. Il y a plein d'hommes qui la convoitent, enfin Mm. voilà. Et du coup, si je mets ces canons de beauté-là dans mon dessin, Personne ne va comprendre.
Voilà, est-ce que les lecteurs, ils Ouais. auront la finesse de se dire c'est une belle femme? Alors que, enfin, je dirais évidemment, mais je pense que c'était une époque où c'était encore plus flou. Enfin, je veux dire, là je pense qu'en 2021, on a passé le cap de plein de choses au niveau de. Enfin, ça commence à changer. Mais c'est vrai que quand on a bossé dessus au départ, c'était vraiment pas si ouvert d'esprit que Non. ça. Du tout. Sur des Je questions de pense que femmes. oui, là on serait tombé sur un écueil. Il est assez probable que si elle-même se reproduit avec ce cou effectivement très très large, ou même ses bonnes fesses à la Rubens, je pense que c'est aussi parce que ça fait partie des canons esthétiques de l'époque. Il n'est pas impossible qu'elle ait pesé Ah, 20 tu crois? kilos, 20 kilos de moins que la façon dont elle se représente. Ça serait même assez logique étant donné Un que filtre de peinture pourrait bah, pas. oui, oui, bien probablement. Et maintenant, les gens auraient tendance à s'amincir. Il n'est pas impossible qu'elle se soit alourdie, en fait, qu'elle se soit donné plus de chair, plus de poitrine, plus d'épaules. Ce serait même assez logique. Et si on reproduit ça maintenant, les gens vont se dire qu'est-ce que c'est que les aventures de cette grosse dame, en fait, qui est censée représenter une belle femme. Mais pour le lecteur de maintenant, il va falloir expliquer que, en fait, elle représente une belle femme. Donc autant que la lecture soit fluide et voilà. Ben, en même temps, on pouvait pas. Enfin, je veux dire, à l'époque où on l'a fait, je pense que c'était logique qu'on pense comme ça. Maintenant, à mon avis, ça serait plus. Enfin, ça aurait pu. Ça pourrait mieux marcher. Oui, non, on aurait peut-être plus de latitude là-dessus. Ouais. Ouais. Quoique en France, ça reste à voir. Mais je pense en tout cas. Ouais, enfin bref, j'en sais rien. Mais... En tout cas, on aurait eu plus de large, plus de marge pour réfléchir à ça. Mm. À ça, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, la question ne s'est pas vraiment posée. Mais bon. Après, il y a quelque chose qui est intéressant dans les tableaux d'Artemisia Gentileschi, c'est les couleurs qu'elle utilise. Il y en a pas mal je trouve que tu as gardé ou que tu as reproduit. Je sais pas si Ben, tu veux en parler. alors, moi, je m'étais fait un peu dans ma tête une gamme colorée par ville. Donc, il faut imaginer que Rome, c'est son enfance-adolescence jusqu'au viol. À partir du moment où elle est violée, elle est mariée de force à un jeune peintre sans importance et il déménage à Florence. Et là, elle a une vie qui est quand même beaucoup plus fastueuse parce que elle vend très bien, elle a des mécènes, enfin ça t'en parlera mieux que moi. Et Naples, donc on n'est pas allé jusqu'à Naples, mais à l'époque je ne le savais pas, c'est pas la décrépitude, mais bon, c'est la fin de sa vie, c'est beaucoup plus difficile parce elle a moins de... En plus, elle tombe malade et tout, donc, mais c'est au bord de la mer, donc il y a quand même toute une ambiance un peu mystérieuse. Il y a des meubles avec des coquillages dessus, normalement. Oui, mais ça, c'est ma grosse frustration de ne pas avoir filmé parce qu'ils étaient tellement beaux. Mais bref. Et du coup, je m'étais dit, Rome, ce sera terreux, ce sera, oui, sanguin, un peu comme Tassif. Enfin, du coup, les couleurs, elles étaient plus, ouais, elles étaient plus terreuses. C'était ma feuille de route. Après, j'ai pas respecté. Après, Florence, c'était plus des pierres blanches, enfin, vraiment des gens très riches, donc des broderies, des perles, tout ça. Donc, Mm. c'était vraiment des couleurs beaucoup plus euh, comment dire, pâle et précieuse. Et Oui. ben, du coup, à la fin de sa vie, j'imaginais Naples, le bleu, un bleu bien mystérieux, tout ça. En fait, tu as eu Londres. Oui, il y a eu Londres qui était très gris. Oui, c'est vrai, j'aurais pas pu venir à Londres. Franchement, je m'y attendais pas. Mais oui, du coup, c'est vrai qu'en fait, naturellement, moi, en plus, on peut le voir, là, je suis dans la maison de famille. J'ai vécu dans une maison en bois et je vois bien que le marron, c'est une couleur qui m'est très naturelle. Et j'essaye de travailler là-dessus, mais mes gammes, naturellement, elles sont salies. Enfin, je pense que j'ai un confort à partir à... Moi, ce que je fais quand je travaille, c'est que je mets une couleur de premier, de fond de décor, enfin, je la mets sur tout. Et il se trouve que naturellement, je tends vers le marron. Après, bon. Et comme Artemisia, bah, j'étais toujours le nez dans des peintures de l'époque. C'était des couleurs terreuses qui allaient bien avec cette ambiance-là. Je suis restée naturellement là-dedans. Et même à Florence, j'ai pas réussi à trop sortir de ça pour aller plus vers du perle, du nacré. J'ai pas tellement. Donc c'est vrai qu'Artemisia, c'est un livre qui est vraiment. Il y a plein de gens qui m'ont dit j'arrive pas à rentrer dedans à cause des couleurs, et d'autres qui m'ont dit j'adore les couleurs. Donc enfin bon, c'est dur à choisir. Oui, bon, ouais, Voilà. c'est Mais pas. c'est vrai que ouais, je pense que c'est un livre qui est quoique l'édition américaine, les couleurs ressortent mieux que l'édition Oui, française. ouais, ouais, tout à fait. Et puis, il y a du doré sur la couverture. En plus. Et ça, Mm. c'est chouette. Ah, on nous dit qu'il reste 5 minutes. Oui, il reste 5 minutes. De quoi tu voudrais parler pour finir?
De quoi est-ce qu'on pourrait parler? Eh bien, je ne sais pas, de la réception du livre qui est assez intéressante. Moi, je crois que comment dirais-je, la popularité d'Artemisia, la femme peintre, et de son œuvre, elle est encore en construction, ce qui est étonnant parce que ça fait quand même bien longtemps qu'elle est morte. C'est encore en construction, on continue à découvrir sa peinture. Il y a eu une grosse rétrospective, je crois, il y a 1 an à Londres. Il continue à y avoir des livres sur elle et surtout, on continue encore à lui réattribuer enfin des tableaux qui n'étaient plus, enfin voilà, qui ne lui avaient pas été attribués, qui avaient été attribués à d'autres personnes. Donc, étonnamment, c'est une œuvre qui continue de grossir. Et en fait, j'étais assez surprise parce que oui, c'est un personnage d'il y a longtemps, mais en fait, c'est une histoire qui est quand même assez moderne. C'est un personnage assez moderne et surtout, c'est une histoire dont on a parfois l'impression qu'elle n'est pas complètement terminée. En fait, on découvre des petites choses dessus. Voilà, ça fait partie de l'intérêt du personnage pour moi. Des choses que j'ai bien aimées et qui continuent à m'étonner même maintenant que le livre est sorti et qu'il vit sa vie, qu'il est traduit ou qu'il est lu par des gens. Euh, ouais, ça restera un livre assez étonnant. Il était très intéressant à faire, c'était une belle expérience, mais voilà, le voir maintenant vivre sa petite vie, c'est intéressant aussi. Mm. Et Et c'est toi? vrai qu'on ne sait pas comment elle est morte. Peut-être on aura des indices un peu plus sur comment elle a fini sa vie, enfin de quelle manière. Moi, j'espère que, comment dire, ton hypothèse de elle a été prise en charge par sa fille Prudentia et qu'elle a fini sa vie Mm. tranquille, c'est la bonne, mais je sais pas. J'espère. Ce serait bien. Bah, ça ne m'étonnerait pas. En fait, elle a eu 2 filles, dont une qu'elle a eue lors de son mariage, et la deuxième qu'elle a eue hors mariage. La vie de cette deuxième fille est pas forcément complètement attestée, mais enfin, on sait qu'elle a existé et on connaît son nom parce que elle fait partie comment dirais-je, elle est sur son testament, en fait. Elle a donné des choses après sa mort, elle donnait des choses à ses 2 filles. Et on voit dans ses livres de contes elle a économisé et elle a fait ce qu'elle a pu pour, à chacune, en fait, leur prévoir une dot suffisamment intéressante pour qu'elle n'épouse pas n'importe qui. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très, très touchant et très intéressant chez ce personnage. Et donc, oui, moi, il m'a semblé que quelqu'un qui se préoccupait, en fait, quelqu'un qui se préoccupe comme ça de l'avenir de ses enfants, ça me paraît très logique qu'en fait, elles soient restées proches. Elles étaient après tout dans la même ville, toutes les trois, quand Artemisia est morte. Donc, Ah d'accord. Ah ça, je savais pas qu'elles étaient à Naples. Ok. si, Ah si, bon, il y a de bonnes en choses fait, alors. elle est partie là-bas, si mes souvenirs sont bons, parce que ses filles étaient là-bas, en fait. Donc, D'accord. et ça fait partie des choses que j'ai trouvées chouettes et que j'ai trouvées très modernes. En fait, moi, ce qui me touche beaucoup avec Artemisia, c'est qu'elle a une vie moderne. En fait, à sa façon, on la voit inventer le statut de la femme divorcée qui prend en charge ses enfants. Il y en avait d'autres, des femmes qui n'avaient pas de mari pour prendre en charge la vie, l'argent, tout ça, mais elle, vraiment pour de bon, on la voit se construire à partir du moment où elle se marie, on la voit s'émanciper de son mariage, on la voit rentrer à l'académie alors que jusque-là, c'était niette pour les femmes qui pouvaient pas en fait exercer vraiment le métier de peintre. Et surtout, on la voit accumuler des commandes et de l'argent pour pouvoir marier ses 2 filles, les deux, pas juste celle qui est officielle, également celle qui n'est pas officielle et que, bon, elle aurait élevé quand même, pouvoir les marier de façon correcte et leur assurer un avenir. Moi, je trouve ça super moderne, en fait. Elle est géniale cette Artemisia. Ouais. Il reste Mais, toujours plein de tendresse pour les personnages après. Et ça, c'est ouais, bien. non mais celle-là particulièrement. Mais en tout cas, ouais, c'était sympa et puis bonne chance à ceux qui font de la BD alors hein, et qui nous écouteront. Ouais. Bonne chance, j'espère que ça pourra vous servir à quelque chose. Et puis voilà, puis quand vous aura au moins transmis un peu de nous la passion qu'on a quand on travaille et qu'on écrit un personnage. Voilà, bon ben salut! Bonne soirée.